Téléspectateurs, téléspectatrices de Malikounda Founi TV, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de ce grand débat avec un éminent professeur. Et il s'agit du professeur Daouda Kassoum Minta, médecin en infectiologie au CHU.G de Bamako. Avec cet éminent médecin-chercheur, nous allons parler de cette pandémie dévastatrice qu'est le coronavirus ou encore le Covid-19. Professeur, bonjour. Bonjour. Professeur, nous avons présenté, mais il est encore mieux que vous présentez à nos téléspectateurs. Je suis, comme vous l'avez dit, Daouda Kassoum Minta. Je suis professeur titulaire des universités agrégées des maladies infectieuses, praticien hospitalier, responsable du centre d'excellence VIH au CHU du Point G. Je suis enseignant-chercheur à la faculté de médecine d'odontostomatologie. Vous l'aurez donc très bien compris, nous sommes à point nommé avec une personne ressource qui va nous égrener, nous éclairer sur cette pandémie. Et professeur, aujourd'hui, cette pandémie est en train de ravager le monde, mais principalement, nous sommes aujourd'hui au Mali. Le Mali, pendant longtemps resté en marge en fait des cas d'infection. Aujourd'hui, depuis le 26 de ce mois, il y a des cas déjà détectés. Et qu'en est-il, professeur? Ben oui, c'est vrai que le Mali est resté pendant longtemps ceinturé par des pays qui ont déjà eu affaire avec les cas de Covid-19. Depuis un temps, nous avons ça et là des cas et la pente est en train de monter. Et ceci nous interpelle beaucoup parce que les Maliens ont longtemps pensé que bon, on n'avait pas de cas et que si on n'a pas de cas, la maladie n'y est pas. Non, l'inexistence de cas n'avait rien à voir avec la circulation du virus. Le virus pourrait bel et bien circuler sans qu'il y ait des cas parce qu'il est tant entendu que 15 à 20% des cas des individus peuvent héberger le virus sans exprimer la maladie ou l'exprimer de manière mineure, inaperçue. Et vous l'aurez ainsi compris, professeur, avant d'aborder le vif du sujet de nos préoccupations, peut-on savoir un peu les origines de ce virus et quelle définition peut-on donner à ce virus scientifiquement sur le plan médicinal? Bien, le virus, vous savez que les microbes se répartissent en parasites, en bactéries, en champignons et en virus. Les virus constituent ce type de microbes pour lesquels on n'a jamais trouvé un traitement radical. On a toujours trouvé des traitements qui bloquent la réplication, c'est-à-dire la multiplication. Quand vous remontez dans l'histoire de la coronavirus, le monde a traversé deux épidémies. L'épidémie de 2003-2004 qui concerne le SARS et l'épidémie de 2012 qui concerne le MERS. Ça aussi, c'était des coronavirus qui avaient un peu ébranlé le monde, mais compte tenu de l'engagement de la solidarité internationale, ces virus, parce que quand on dit virus, c'est la maladie virus, c'est l'agent infectieux. Alors ces virus ont été maîtrisés. Et depuis 10 ans, on avait oublié le coronavirus. Et là, subitement, à partir de la Chine, de Wuhan, dans la province de Hubei, apparaît donc un certain type de maladie dominée par des manifestations broncho-pulmonaires, rhinopharyngites, éternuement, rhinorrhée, écoulement nasal, tout, jusqu'aux difficultés respiratoires. Alors, de fil à aiguille, on s'est rendu compte que majoritairement que ce virus était en rapport avec des individus qui étaient au marché des fruits de mer de Wuhan.
Et ce marché a été fermé. Et depuis, le virus, compte tenu de sa spécificité, s'est mis à s'épandre et à gagner un grand nombre d'individus. Et voilà, subitement, le monde, l'épicentre étant la Chine, l'épicentre est venu en Europe. Aujourd'hui, l'épicentre est en train de se drainer vers les États-Unis. Alors, ceci étant, nous, Africains, nous sommes avertis. Nous sommes avertis, nous devons prendre les dispositions. Toutes les dispositions qui s'en imposent pour éviter de ramener, n'est-ce pas, l'épicentre vers notre continent. Ceci étant très bien dit, professeur, maintenant que le Mali est affecté, avons-nous les moyens techniques, matériels et humains pour prendre en charge ces malades et éventuellement lutter contre la propagation, je veux dire, à l'échelle nationale? Alors, a priori, il faut mettre le point sur la prévention. Ça, il faut que ce soit clair à tous les niveaux. À tous les niveaux. De la campagne dans nos villes. C'est la prévention. Et toutes les mesures qui ont été dictées sur la télé, dans les radios, dans les journaux, il faut que les gens acceptent les appliquer. Et secondo, par rapport aux malades, les moyens, vous avez vu, même les pays développés sont en cours de moyens. Nous devons nous donner les moyens. Et je crois que déjà les dispositions, en tout cas, ont été annoncées. Les ressources humaines, on en a, mais je ne peux pas dire qu'on en a suffisamment parce que ce sera au prorata des malades que nous allons avoir. Tout compte faire, étant moi-même membre de cette commission, nous sommes tous les jours en réflexion pour que ceci ne nous échappe pas. En tout cas, vous avez vu dans des pays où on a fait appel aux retraités, on a utilisé les étudiants en médecine, les jeunes médecins, les médecins fonctionnaires, et les médecins non fonctionnaires. Parce que c'est une histoire de solidarité nationale. En un moment donné, il va falloir que tous ceux qui sont de la santé s'y mettent. Et je crois que les Maliens ne resteront pas en marche. Ils vont s'engager. Et déjà, en tout cas, le personnel médical est à pied d'œuvre. J'espère que nous allons maîtriser la situation. Le personnel médical est à pied d'œuvre. Nous espérons pouvoir maîtriser la situation. Professeur, ceci étant, et quelles sont les insuffisances que le Mali enregistre actuellement pour faire véritablement face à ce fléau? Bon, insuffisance, peut-être que pour le moment, on ne peut pas trop se prononcer parce qu'on n'a pas un nombre qui nous dépasse, un effectif qui nous dépasse. Les autres pays aussi, c'est quand ils ont atteint un certain effectif, c'est là où on a vu les lacunes. Pour le moment, avec un effectif minimum de moins de 20, vous voyez, on essaie de faire et on arrive à faire ce qu'on doit faire. La situation actuelle, bon, nous avons moins que 20, 18, 19 patients. 18 ce matin et 19 en ce moment. Et là, tous les patients, en tout cas, sont correctement pris en charge. Voilà. Présentement, les 20 patients sont correctement pris en charge. D'accord. Professeur, quel est, je vais dire, le type de population vulnérable à cette pandémie? Effectivement, vous avez bien fait de poser cette question parce que les gens ils vont se dire, effectivement, c'est une maladie virale. Les sujets âgés, les hypertendus, les diabétiques, les insuffisants rénaux, ceux-là qui ont une pneumopathie, c'est-à-dire qu'ils ont un problème pulmonaire déjà existant depuis des années, et les malades qui sont au moment de l'infection, au moment où ils sont en train de manifester la maladie, qui sont déjà sous anti-inflammatoires tels que le diclo que les gens prennent à tout bout du champ, la femme enceinte. Voilà des sujets fragiles auxquels il faut faire extrêmement attention, qu'il faut surveiller, Ça, c'est des gens vulnérables. C'est vrai qu'on disait à un moment, les jeunes, on se rend dans l'expérience de la France, il y a certains jeunes, certes, ils sont jeunes, solides, mais en réalité, c'est des toxicomanes, c'est des alcooliques, des éthyliques, comme nous aimons le dire dans notre langage, ou ces utilisateurs de drogue intraveineuses. Ceux-ci aussi peuvent être fragilisés.
Quand vous avez déjà une maladie sous-jacente, telle que la drépanocytose, et que le Covid-19 vous retrouve, donc ça vous fragilise davantage. Ça utilise votre faiblesse pour vous anéantir. Et au cours de la maladie, c'est un virus qui est capable d'entraîner une lyse des muscles du cœur, entraînant une atteinte cardiaque, même si cette pathologie n'existait pas. Elle a cette spécificité. Il a cette spécificité, ce virus. Je dis bien. Professeur, vous avez parlé des femmes enceintes. Quelles sont les dispositions à prendre alors pour prévenir les cas d'infection chez les femmes enceintes? Les femmes enceintes rentrent dans le même ordre d'idée que la population générale. C'est d'éviter les regroupements, se laver bien les mains, se désinfecter les mains, ne pas aller vers les sujets contacts, c'est des sujets qui ont été en contact avec des malades, ne pas aller dans les zones où ils sont susceptibles de rencontrer le virus, se protéger. Voilà. Et puis, éternuer quand ils doivent éternuer dans le coude, éviter de serrer les mains, éviter les accolades. Se laver très fréquemment les mains, au moins toutes les 4 heures, essayer de se laver les mains, sinon mettre une solution hydroalcoolique. Ils doivent respecter les mêmes mesures de recommandation édictées à la population générale. Il n'y a donc pas d'exception entre les femmes enceintes et les autres membres de la population. Professeur, j'ose espérer que le personnel soignant, là, il y a une équation. Vous qui êtes en contact, vous qui êtes les premiers à avoir le contact avec les médecins, alors donc, quelles sont les précautions prises pour ne pas vraiment être aussi dans le collimateur de ce virus? C'est vrai que nous sommes des infectiologues, on dit. Nous sommes des infectiologues, nous connaissons beaucoup notre ennemi. La meilleure manière d'abattre son ennemi, c'est de connaître son ennemi. Et cet ennemi, nous le connaissons. Nous savons que c'est un virus à ARN, c'est un virus enveloppé, et ce sont des virus généralement fragiles. Et nous savons que les mesures d'asepsie, classiquement, ça faisait partie de nos pratiques. Donc là, nous venons pour accentuer ces mesures de prévention. Et vous savez, pour aller vers le malade, il y a un accoutrement spécifique qu'il faut porter qu'on appelle l'épi. Et quand vous portez cet accoutrement, c'est pour vous protéger du risque d'infection à partir du patient. Et toutes les fois que vous avez affaire avec un patient suspect, rapidement, la première des choses, c'est de lui donner un masque chirurgical. Et vous, de mettre un masque FPP2 qui a beaucoup plus de capacité de filtre. Ça doit être systématique partout, dans toutes les structures sanitaires. Quand vous recevez un patient chez qui vous avez cette symptomatologie, la première des choses, c'est de lui tendre le masque chirurgical, qu'il le porte. Ensuite, vous mettez le vôtre. Comme ça, vous échangez avec lui, vous gardez la distance réglementaire de 1 mètre. Et c'est après tout que tout le dispositif sera mis sur pied pour savoir si on doit le prélever et comment on doit le prélever. Et les préleveurs, les biologistes, ils sont là et ils savent comment faire. Avec un écouvillon, ils viennent, ils rentrent au niveau du nez, ils vont jusqu'au carrefour plus haut et puis ils nettoient, ils prennent les sécrétions nasales, ils sortent, ils remettent dans le tube, ils envoient au laboratoire. Voilà comment le diagnostic va se poser. Professeur, en tant que chercheur, peut-on savoir où en sommes-nous avec les recherches quant à trouver un remède contre ce virus? Effectivement, les remèdes, quand l'épidémie a éclaté, on s'est mis de tous les côtés, on a cherché. Je vous ai dit qu'il y a eu des épidémies de SARS et de MERS il y a 10 ans. On s'est inspiré de cette épidémie. Il y a eu des médicaments qui ont fait de preuves. On s'est inspiré de cette épidémie. On s'est dit, bon, prenons ces médicaments. Comme tout est des coronavirus, il peut par transposition avoir un effet bénéfique. C'est ainsi que des médicaments comme le Tamiflu ont été utilisés. Aujourd'hui, on utilise des immunosuppresseurs parce que dans la maladie, il y a ce qu'on appelle les cytokines. C'est cette tempête de cytokines qui est responsable de toutes les manifestations aggravantes de la maladie. Donc, il y a ce qu'on appelle des immunosuppresseurs
utilisé dans d'autres maladies qu'on utilise aujourd'hui pour bloquer la décharge des cytokines. Les cytokines, ce sont ces protéines qui doivent aussi contribuer dans la défense naturelle de l'organisme. En plus, comme on le dit dans la littérature, le professeur Raoul, le français, a constaté que l'association de l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine pouvait avoir un effet bénéfique sur l'évolution. Parce qu'il a dit en 6 jours, il est parvenu carrément à réduire, sinon à supprimer même la charge virale. Donc, on s'est inspiré de cela en associant d'autres antiviraux, et ceci en fonction de la gravité de la maladie. Donc, tout le monde, que ce soit à Dakar, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans les pays voisins, en Europe, on essaie de faire, il arrive des cas où on utilise l'hydrochloroquine plus l'azithromycine, hydrochloroquine plus l'azithromycine, plus l'opinavir rito, qui sont des molécules qu'on utilisait dans le VIH-Sida, comme on peut utiliser l'hydrochloroquine plus l'azithromycine, plus le Tamiflu ou d'autres molécules. Donc, le schéma sera fonction de la gravité. Et dans certains cas, quand il s'agit des formes confirmées, positives, asymptomatiques, même c'est le traitement général. L'hydratation, l'alimentation, les traitements symptomatiques, et puis les choses peuvent s'arranger. Donc, comme je vous l'ai dit, le traitement sera échelonné selon la sévérité du cas. Entendre le professeur s'y dire qu'il y a de l'espoir quant à la recherche qui avance et compte tenu des expériences acquises dans le passé. Et professeur, donc nous tirons progressivement vers la fin de cet entretien. Eh bien, et au Mali, actuellement, nous sommes conscients de cette évolution et voilà pourquoi les plus hautes autorités, je veux dire le chef de l'État, a pris des mesures drastiques, entre autres le couvre-feu. Cependant, le chef de l'État a donné les consignes d'aller demain au vote. Et quand on sait que les élections, alors c'était un mouvement de masse, et quelles sont les conséquences et quels sont les conseils que le professeur peut donner aux électeurs, aux populations maliennes? J'avoue que si mon avou pouvait compter, c'est qu'on allait reporter les élections. Parce que je veux dire que tout mouvement de foule est de nature à amplifier la transmission. Alors, est-ce que dans une zone d'élection, vous êtes à mesure de dire aux électeurs de garder 1 mètre de distance? Est-ce que vous pouvez donner à tous ces électeurs une bavette? Et avec quel type d'individu vous aurez affaire? Est-ce que vous avez de la solution hydrochlorée ou de l'eau pour donner le temps à tous ces gens de se laver les mains à l'entrée, à la sortie? C'est des dispositions qui ne sont pas faciles. Mais les politiques aussi ont leurs raisons. Deuxièmement, tous les attroupements, il faut les interdire. Tous les attroupements. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous ne savez pas qui est porteur du virus, qui ne l'est pas. Sauf si quelqu'un vous dit qu'il est malade. Il y a eu des cas où les gens sont venus juste pour un malaise. Un malaise. Ah bon, on dit un malaise, qu'est-ce que ça ne va pas? Un malaise, on se rend compte au fil du temps, les choses s'aggravent. Difficulté, mais on dit attends, nous voyons et on trouve que c'est le Covid. Donc la maladie peut avoir plusieurs présentations. Et pendant ce temps, tous ceux qui sont rentrés en contact avec lui sont déjà des dangers potentiels. De contact en contact, on aura envahi le pays, on aurait envahi une ville, on aurait envahi un quartier. Et là, que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Donc vraiment, je me demande s'il serait possible de donner à chaque votant une bavette. Dire aux gens de rester à 1 mètre d'écart. Donner à chacun, c'est pas moi, un bic. Alors, laver les mains à l'entrée, à la sortie. Et ne pas faire l'erreur de serrer les mains. L'erreur de se frotter.
Et il est entendu qu'aujourd'hui, on admet que la transmission aéroportée est possible. Quelqu'un peut tousser. Justement, les porteurs sains, c'est ça. C'est des sujets qui, lors du temps qui va s'écouler entre leur contagion, eux, le premier signe, ils ont des petits signes, des petites quintes de tour, ils ne se mouchent pas un moment. C'est pendant ce temps qu'ils contaminent. Donc vous voyez, vous ne savez pas qui est venu avec juste une petite quinte de toux sèche, banale, qu'on ne considère pas, ou bien qu'il y a un petit rhume négligeable, par heure il se mouche, et pendant ce temps, il est à mesure de transmettre le virus. Et qui est population à risque, personne âgée, qui est diabétique se trouvant là, susceptible de recevoir le virus, qui est femme enceinte, pour lesquelles le virus peut entraîner l'issue obstétricale, c'est-à-dire la finalité de la grossesse assez compromettante, avec un risque d'accouchement prématuré. Donc, on ne sait pas. Tout ça, c'est des risques. Quand vous attroupez, vous mettez les gens en attroupement. Donc, le mieux, autant que faire se peut, c'est d'éviter les attroupements. Tout ce qui entraîne un attroupement. La bonne preuve, on a fermé les classes. C'est pour éviter les attroupements. Donc, en dehors de cela, donc, tout ce qui est attroupement doit être évité. Ça, c'est ma recommandation formelle. Donc, en plus de cela, si, malgré tout, les élections devraient avoir lieu, les dispositions doivent être prises pour éviter au maximum que possible, pour réduire au maximum que possible le risque de transmission d'un porteur sain ou d'un malade vers un sujet vierge. Les mouvements de masse étant vraiment des vecteurs de transmission, le professeur venait de le dire, il sera véritablement pas facile quand on sait que nos marchés sont bondés d'hommes, les gares sont bondées d'hommes. Alors, quel message donc le professeur peut passer à toute la population pour que dans ces lieux publics, des comportements soient adoptés pour vraiment, vraiment minimiser les risques? En ce moment, tout le monde entend parler du Covid. Il faut un comportement citoyen. Un comportement citoyen. Ça veut dire que j'aime mon corps, je me protège, j'aime mon prochain, je le protège. Donc je fais tout pour éviter de le contaminer. Parce que je ne sais pas si je suis contagieux. C'est ça. J'aime mon corps, je me protège pour éviter la maladie. Je dois protéger mon voisin, mon frère, pour qu'il ne reçoive pas la maladie. Donc je dois mettre tout en œuvre pour éviter de le contaminer, parce que je ne sais pas si je suis porteur. Personne ne sait. Vous voyez, donc tous ces mouvements de foule, chacun doit avoir toujours en tête, attention, en adoptant telle attitude, je suis un danger pour la foule, je suis un danger pour la communauté. Je crois que si on a tout ça en tête, peut-être que ça va réduire le risque. Parce que vous allez voir au niveau des gares, vous allez voir tous ces marchands, il y en a qui vivent le jour au jour. Quand vous leur dites de ne pas sortir faire leur commerce, il faut quelque part leur donner de quoi compenser, n'est-ce pas, les besoins quotidiens. Et si cette possibilité n'existe pas, je crois que c'est le dialogue, c'est l'information, c'est la prise de conscience qui doit gagner. La prise de conscience doit gagner. Professeur Daouda Kassom Menta, nous sommes donc à la fin de ce entretien. Le mot de la fin pour terminer en beauté. Ce que je vais dire, je crois que la population malienne aime son pays. Et si la population malienne, il est vrai que la population malienne aime son pays, la population malienne doit adopter les recommandations édictées au pied de la lettre. Il faut éviter, on a dit à partir de 21h, il y a un couvre-feu. Le couvre-feu, ce n'est pas fait pour astreindre, c'est pour éviter toujours les attroupements. On a dit qu'il faut se laver les mains très souvent. Il faut, en éternuant, il faut éternuer dans le coude.
n'est-ce pas? Quand vous mouchez avec un mouchoir, immédiatement une poubelle. Il faut à tout moment avoir un esprit, je me lave les mains, je me lave les mains, je me lave les mains. Et ça, si on a en tête cela. Donc la population malienne aimant son pays doit adopter à 100% les mesures de prévention. Parce qu'une fois que la maladie est déclarée, je crois que ça c'est parti. Et s'ils aiment le personnel médical, parce que le personnel médical qui va s'occuper des malades ne sont pas à l'abri de risques de contagion. Je crois qu'ils nous aiment bien. S'ils nous aiment bien, ils doivent accepter de faire la prévention, qu'il y ait moins de malades auxquels nous allons nous exposer. Donc vraiment, je sais que le message, il passe, il est bien compris et tout le monde en a conscience que la maladie ne va pas atteindre le niveau dont on craint. Parce que sinon, ça risque d'être une poudrière. Sinon, ça risque d'être une poudrière. Dans le cas contraire, ça risque d'être une poudrière après les attroupements. Merci, professeur Daouda Kassouma Minta, d'avoir accepté cet entretien. Ok, c'est à moi de vous remercier parce que c'est une opportunité encore d'informer la population et dire à la population que nous sommes avec elle et c'est ensemble que nous allons gagner la bataille. Ce n'est pas nous seuls, nous, agents de santé seulement, qui pouvons gagner la bataille. C'est dans un élan de solidarité nationale et internationale que nous pouvons bouder cette maladie du Mali, bouder cette maladie de l'Afrique et bouder cette maladie du monde. Et je souhaite que dans un bref délai, que ce virus soit vraiment un vilain souvenir. Bouder cette maladie du Mali et dans le reste du monde, tel est le message très fort du professeur Daouda Kassouma Minta. Dans le cadre de cet entretien, débat qu'il a bien voulu nous accorder, chers téléspectateurs de partout dans le monde, Malikounda Founi TV, merci d'avoir été très nombreuses et nombreux à nous suivre. Bye.